Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Kirk Bloodsworth, j'espère que je vais pas galérer toute la vidéo à dire son nom, qui est le premier homme à avoir été sauvé grâce à l'ADN du couloir de la mort. Donc je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et quand vous êtes prêts, c'est parti. Kirk Noble Bloodsworth est né le 31 octobre 1960. Il a d'abord servi dans les Marines et ensuite il s'est installé sur la côte du Maryland où il est devenu batelier marin. En 1984, le corps de Dawn Hamilton, une petite fille de 9 ans, est retrouvé dans un parc près de Baltimore dans le Maryland. Elle a été violée et assassinée. Kirk Bloodsworth s'est arrêté peu de temps après suite à un appel anonyme d'un de ses voisins qui pense l'avoir reconnu sur le portrait robot du coupable. La description de base de l'agresseur était un homme d'1m95, blanc, avec des cheveux blonds bouclés, une moustache maigre et bronzée. Plusieurs témoins oculaires vont formellement reconnaître Kirk et ils témoigneront au moment du procès. 2 d'entre eux étaient des enfants, l'un avait 8 ans et l'autre en avait 10. Bien qu'il clame toujours son innocence, le 8 mars 1985, Kirk est reconnu coupable de l'agression, du viol et du meurtre au premier degré de la petite Dawn Hamilton et il est condamné à la peine de mort. L'année suivante, la cour d'appel casse le jugement car elle estime que l'accusation a caché des preuves à la défense. Par exemple, on se rend compte qu'au moment où plusieurs témoins oculaires ont reconnu Kirk Bloodsworth, sa photo avait déjà été largement diffusée dans les médias, à la télévision, donc ils avaient déjà pu le voir et ça avait pu fausser leurs impressions. En plus de ça, Kirk ne ressemblait même pas réellement à la description qui avait été faite du suspect dans le portrait robot. Il faisait pas la même taille, pas le même poids, il avait pas la même couleur de cheveux, donc il y avait des choses qui étaient un petit peu discordantes. De plus, certains extraits de ces interrogatoires avec la police qui avaient été utilisés pendant le procès et qui avaient été présentés au jury, on se rend compte qu'il y a certaines phrases qui ont été complètement sorties de leur contexte et qui leur donnent un espèce de double sens où on dirait presque qu'il reconnaît qu'il a fait quelque chose de très grave ce jour-là, alors qu'en fait c'était pas du tout le cas. Enfin, la police aurait oublié de dire à la défense qu'il existait un autre suspect. Mais contre toute attente, en avril 1987, à l'issue de ce second jugement, Kirk Bloodsworth est reconnu coupable une nouvelle fois du meurtre de Dawn Hamilton. Et cette fois, il n'est plus condamné à la peine de mort, mais il est condamné à 2 peines de prison à vie. Pendant des années et des années d'emprisonnement, Kirk ne perd pas espoir. Ce qu'il veut, c'est absolument réussir à sortir de prison. Donc ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'il a un peu de temps libre, il se rend à la bibliothèque de la prison et il essaye de se renseigner un maximum. Il prend le plus d'informations possible pour trouver en fait un moyen de prouver son innocence s'il y a d'autres cas de personnes qui ont pu, depuis la prison, réussir à prouver qu'elles étaient innocentes, voire à trouver le véritable coupable. En 1992, il découvre l'affaire de Colin Pitchfork, qui est un violeur et un meurtrier qui a été arrêté grâce à une toute nouvelle technologie qui est l'identification par l'ADN. Et c'est ce qui a permis à un autre homme qui avait été inculpé à la place de Colin Pitchfork d'être libéré de prison. Ça va devenir une véritable lueur d'espoir pour Bloodsworth qui espère vraiment réussir à prouver son innocence grâce à cette technique d'identification. Et il va insister très lourdement pour être soumis au test de l'ADN dans le cadre du meurtre de la petite Dawn Hamilton. Mais c'est un parcours qui va pas être facile puisque si les procureurs acceptent effectivement assez rapidement qu'il soit testé au niveau de l'ADN et qu'on fasse une comparaison avec l'ADN qui a été trouvé sur la scène de crime, le souci c'est que l'élément principal qui était la culotte de la petite fille sur laquelle on avait retrouvé du sperme a été visiblement perdue ou même détruite.
Finalement, par chance, mais je pense aussi grâce à la ténacité de Bloodsworth qui a continué à insister, on a fini par retrouver cette fameuse culotte qui n'avait heureusement pas été détruite et qui était en fait consignée dans un sac en papier qui se trouvait dans la chambre du juge. En mai 1993, un laboratoire californien mène les tests et confirme que le sperme qui a été retrouvé sur les sous-vêtements de la petite fille ne correspond pas à l'ADN de Kirk Bloodsworth. Une deuxième expertise sera aussi menée par le FBI qui confirme lui aussi la nouvelle. Après 8 ans, 10 mois et 19 jours passés en prison, Kirk Bloodsworth est enfin libéré le 28 juin 1993, mais pour autant il n'est pas exonéré, c'est-à-dire qu'il est libre, mais il est toujours considéré comme coupable. Et c'est finalement en 2003, c'est-à-dire encore 10 ans plus tard, qu'on retrouvera le véritable coupable grâce à un match de l'ADN. Il s'agissait de Kimberly Shea Ruffner, qui se trouvait, figurez-vous, dans la même prison que Kirk Bloodsworth lorsqu'il était emprisonné, dans la même cellule, juste en dessous, donc avec un étage de différence, et lui avait été condamné pour cambriolage, pour viol et tentative de meurtre. Apparemment, il leur arrivait même régulièrement de se croiser dans la cour de la prison. C'est finalement en 2004, soit 20 ans après les faits, lorsque Ruffner a plaidé coupable et qu'il a été condamné pour le meurtre de la petite Dawn Hamilton, que Kirk Bloodsworth a été finalement totalement exonéré. Par la suite, Bloodsworth est devenu un agent du programme Justice Project et il a aussi apporté son soutien au projet Innocence, qui est une organisation qui œuvre pour la réhabilitation des prisonniers qui ont été condamnés injustement. Il est même devenu avocat et il se bat pour les droits des autres. À ce propos, il a d'ailleurs déclaré « Si ça a pu m'arriver, ça peut arriver à n'importe qui ». En 2004, il a aussi publié Bloodsworth, qui est un livre sur sa propre histoire. Kirk est aussi devenu un fervent militant de l'Innocence Protection Act, donc l'acte pour la protection de l'innocence, qui a permis d'établir un programme qui a été nommé le Kirk Bloodsworth Post-Conviction DNA Testing Program, qui est un programme qui aide les États à financer le coût des tests ADN post-condamnation pour les détenus qui peuvent éventuellement le demander. Kirk, qui est décidément devenu très actif après sa période de prison, est devenu un consultant sur la question de la peine de mort et c'est un orateur public qui est positionné évidemment contre cette pratique-là. Il fait d'ailleurs partie des personnes qui ont aidé à abolir la peine de mort dans le Maryland ainsi que dans 7 autres États. Et pour finir, Kirk Bloodsworth s'est également formé à l'orfèvrerie et il a créé des bagues en argent sur lesquelles on peut lire exonéré ou alors exonéré du couloir de la mort, qu'il a déjà donné à 235 prisonniers qui ont été exonérés à ce jour. En novembre 2019, on recensait 166 cas d'exonération de prisonniers qui avaient été condamnés à la peine de mort. Tout ça en comptant depuis 1973, c'est-à-dire qu'on ne compte même pas toutes les personnes qui étaient avant. Et j'imagine que en fait, avant, il y avait tout un tas de personnes qui n'ont même pas pu profiter du coup de ces exonérations-là. Donc c'est vous dire le nombre de personnes, rien qu'aux États-Unis, qui se retrouvent en prison, voire même dans le couloir de la mort, alors qu'elles sont innocentes. Et ça fait vraiment partie des raisons principales pour lesquelles je suis totalement contre la peine de mort. C'est pas la seule raison, mais c'est quand même, je trouve, très important. Toute cette histoire, elle nous montre aussi l'importance de l'évolution des techniques d'identification des individus, parce que la découverte de l'ADN, je pense que ça a été vraiment une découverte majeure pour la résolution des crimes et pour justement trouver les bonnes personnes et éviter d'inculper les mauvaises personnes. Bien que ça ne soit pas une technique infaillible, ça nous montre à quel point c'est super important et je pense que c'est le moteur principal qui devrait nous montrer qu'il faut qu'on continue à trouver encore plus de moyens qui permettent vraiment d'arrêter de faire des erreurs judiciaires pareilles. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. J'avais encore jamais parlé d'une histoire comme ça, je trouvais que c'était hyper important parce qu'on parle peut-être pas assez des personnes qui sont très injustement incarcérées, accusées, etc. Et je trouve que c'est vraiment super important de parler de ce genre d'histoire et puis en plus c'est une histoire qui se termine bien, donc ça fait un petit peu de bien.
Comme d'habitude, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et puis de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Un énorme merci à toutes les personnes qui vont faire un tour sur mon compte Utip. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.